Eh bien, on va commencer, c'est parti. Alors, bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être là. Dans un premier temps, je vais déjà vous demander de couper vos micros un maximum, et vous n'êtes pas obligés non plus de mettre vos caméras. Ce sera plus pratique, pour avoir un débit qui passe bien et puis comme ça, on pourra bien identifier qui parle. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver tous pour ce webinaire qui est organisé dans le cadre du programme Pro Bono Factory, dont on vous parlera un peu plus en fin de webinaire. Mais la Pro Bono Factory, c'est le programme territorial où on fédère les compétences des acteurs locaux, entreprises, citoyens, demandeurs d'emploi, acteurs publics, autour d'associations qui œuvrent sur une thématique particulière. Et cette année, en Île-de-France, la thématique, c'est l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et c'est notre sujet aujourd'hui. Alors, si vous souhaitez vous engager sur le programme et accompagner une association avec vos compétences, restez bien jusqu'à la fin, parce que ma collègue Laura vous en dira un peu plus et vous parlera des prochaines étapes. Donc, restez bien avec nous jusqu'au bout. Et puis, si vous êtes juste là parce que le sujet vous intéresse, eh ben, bienvenue et on espère que vous repartirez avec plus d'informations que vous n'êtes arrivé. Donc voilà, l'idée de ce temps, c'est vraiment d'aborder les sujets d'éducation professionnelle, d'insertion des jeunes qui habitent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les QPV, en lien notamment avec l'activité associative, l'engagement, etc. N'hésitez pas à nous mettre un mot dans le chat, à commenter, à poser des questions. J'essaierai de les prendre en compte en flux et si besoin, on prendra un temps dédié en fin de webinaire. Donc voilà, c'est un espace d'expression qui est à votre disposition. N'hésitez surtout pas à l'utiliser. Pour rendre le temps un peu plus interactif, on vous posera aussi quelques questions pour tester vos connaissances sur les QPV. Donc voilà, on me dit que ça ne marche plus forcément, donc on va voir si ça marche, mais en tout cas, on essaiera de vous poser quelques questions pour voir si vous connaissez quand même un peu. Et puis sinon, on essaiera de vous donner le plus d'informations possible. Alors, j'ai avec moi ce matin 3 intervenants de haut vol. Chantal Dahan, qui est chargée de recherche à l'INGEP et co-auteure d'un rapport sur les jeunes en milieu populaire. Fatima Saadan, qui est directrice d'EIAPIC, une association d'accompagnement à la scolarité qui a été créée à Mantes-la-Jolie en 1987. Et Emmanuel Kinzonzi, qui est originaire de QPV, qui est cofondateur de la marque de montres Safnat Patea, de l'association Carré-Clay et auteur d'un livre qui s'appelle « Je ne veux plus tricher ». Voilà, alors Chantal, déjà je me tourne vers vous pour la première question. Vous avez mené une étude sur les jeunes en quartier prioritaire de la ville. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés sur les QPV, sur les jeunes qui y vivent, pour un peu aider les participants à se représenter qu'est-ce que c'est les quartiers et qui sont les jeunes qui vivent dans ces quartiers? Est-ce que vous êtes avec nous, Chantal? Oui, je suis avec vous. Super. J'essaie d'activer. Voilà, est-ce que vous m'entendez? On vous entend, on vous voit, tout va bien. Très bien. Je voulais rappeler 2 ou 3 choses sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Je voulais rappeler que ces quartiers qui sont au nombre de 1300 rassemblent à peu près 7,5% de la population française métropolitaine. Donc, ça fait à peu près presque 5 millions de gens qui vivent à l'intérieur de ces quartiers. Bien entendu, ces quartiers concentrent un certain nombre d'inégalités entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a on est dans un taux de pauvreté plus important ces quartiers. Ce qu'il faut se représenter, c'est que ces quartiers sont des quartiers qui sont à l'intérieur de villes. Et on s'aperçoit par exemple que le taux de pauvreté atteint 42% dans ces quartiers contre 16% dans les villes qui les accueillent. Donc, on voit déjà qu'on a une pauvreté assez importante. Je voulais vous dire aussi que parmi ces presque 5 millions de personnes, il y a quand même presque 40% de jeunes de moins de 25 ans, ce qui est quand même assez énorme. Donc, c'est une population très jeune, c'est une population pauvre, c'est une population essentiellement locataire de HLM. Et d'appartements qui sont trop petits pour le nombre de familles. Donc, on a quand même un lieu qui
répète les inégalités de génération en génération, puisque des études ont été faites sur l'école. Il y a un retard qui est plus important à l'intérieur de ces quartiers que dans le reste de la France, un retard scolaire, j'entends, hein, par exemple en sixième. Il y a bien entendu un chômage plus important. Je parle du chômage des jeunes, bien entendu, mais on pourrait aussi parler du chômage des adultes. Donc voilà, donc on a une concentration de difficultés, on a des concentrations de difficultés importantes à l'intérieur de ces quartiers, ce qui ne veut pas dire que c'est non plus une misère totale et où on est malheureux, je tiens à le dire. Je dis simplement qu'ils concentrent des difficultés. Mais bien entendu, heureusement qu'on peut y vivre et vivre dans une certaine solidarité à l'intérieur. Voilà, je ne voulais pas quand même donner un portrait hyper, mais les chiffres sont là, quoi. Voilà. Merci Chantal, et ça me permet de donner la parole à Fatima. Est-ce que vous êtes en accord avec ce que Chantal vient de dire? Et vous faites partie d'une association qui s'appelle EAPIC, que vous dirigez, qui a été créée en 1987 dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que vient de dire Chantal? Et qui sont les jeunes que vous accompagnez avec EAPIC? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Comment est-ce que vous les accompagnez? Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, effectivement, ce que vient de dire Chantal est exact et on le vérifie sur le terrain. EAPIC, comme tu le dis très bien, Elsa, est née en 87 à l'initiative de parents, d'enseignants et d'acteurs associatifs, mais également d'étudiants. Hein. Donc l'engagement, il a été aussi très tôt dans les quartiers en 87. Et la spécificité d'EAPIC, c'est effectivement d'être engagé à la fois dans l'accompagnement éducatif, culturel et social des familles, avec un large rayonnement sur le Mantois. Alors, EAPIC est une association apolitique et laïque qui porte des valeurs républicaines, de citoyenneté et d'excellence, et qui essaie justement de développer à travers ses programmes toutes ces valeurs. L'atout majeur, en tout cas de l'association, si on veut parler du profil des jeunes et plus globalement des familles, c'est d'associer justement ces familles dans toutes les actions qu'elle met en place. Notre cible, effectivement, ce sont les jeunes, mais on associe les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. L'idée, c'est de partir d'observations et de diagnostics de terrain pour pouvoir répondre au travers de nos actions à ces problématiques et donc de développer des programmes qui répondent aux besoins spécifiques des familles et notamment celles qui résident dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc, c'est vraiment, pour revenir sur le profil, il y a effectivement tous les aspects à la fois de difficultés sociales, économiques et aussi culturelles des quartiers prioritaires de la ville auxquels il faut faire face et justement répondre par des actions qui soient les plus ciblées possibles. On a l'habitude de dire qu'on fait souvent dans les quartiers de la haute couture. Avec les familles, puisqu'il faut vraiment parfois, on peut parler parfois sur certains aspects d'un accompagnement global, avec une approche globale, j'ai envie de dire, mais il y a parfois un travail vraiment cousu main pour chacune des familles qui a des spécificités et des problématiques assez différentes. Et alors, au niveau des jeunes que vous accompagnez, s'il y a des caractéristiques qui ressortent dans leur profil, des choses que vous trouvez marquantes dans leur éducation, des choses qui vous marquent? Il y a eu quand même une grande évolution hein, dans les quartiers. Enfin, je suis moi-même issue des quartiers prioritaires de la ville. Hein. Je suis une vraie Mantaise, comme on dit, née et grandie à Mantes-la-Jolie. Donc, j'ai vu l'évolution aussi hein, des quartiers, et en particulier du quartier du Val-Fouré. Et effectivement, on est... Alors, je veux pas dire, on va pas dire c'était mieux avant ou c'était comme ça avant et être très passéiste et surtout paraître plus vieille que ce qu'on est. Mais en tout cas, c'est de dire qu'il y a quand même des choses qui ont beaucoup évolué, mais ça a aussi évolué de manière globale sur le territoire national. Mais il y a quand même des problématiques qui se sont rajoutées, surtout dû, moi, pour ma part, en tout cas par rapport aux observations qu'on fait sur le terrain, qui est lié au cloisonnement. Les quartiers étaient beaucoup plus ouverts il y a 30-40 ans qu'aujourd'hui, avec une vraie mixité, à la fois sociale et culturelle, que l'on retrouve plus aujourd'hui ou très peu.
Alors, c'est ce que c'est justement de corriger les différentes politiques, notamment liées à la rénovation urbaine, avec le fameux ANRU, pour justement casser, donc d'où les destructions des tours et tout l'accompagnement autour de la cohésion sociale. Mais on a quand même des stigmates assez prononcés d'isolement, de cloisonnement. Et c'est pour ça que les programmes qu'on essaie de développer sur le territoire, mais c'est aussi le cas pour beaucoup d'associations de quartiers, que ce soit à Mantes ou sur tout le territoire national, justement de créer ce décloisonnement et d'ouvrir cette ouverture, puisque les jeunes, ça reste des jeunes français, mais qui ont des problématiques spécifiques liées à leur lieu d'habitation, à leurs conditions économiques et justement à ce cloisonnement qu'il faut justement, j'ai envie de dire, éclater. Et tu me parlais aussi, quand on a préparé ce webinaire, de difficultés de projection Oui, des jeunes. tout à fait. Alors, c'est moi ce qui m'a frappé quand je suis revenue sur le territoire, puisque j'ai fait des études et donc quand je suis revenue après dans le cadre de mon engagement auprès des YAPIC, parce que j'ai été engagée au sein de l'association en tant qu'étudiante, où je venais après la fac accompagner les jeunes du quartier. Moi, ce qui m'a frappé, c'était de voir que des enfants, parfois très jeunes, avaient cette difficulté de projection. C'est-à-dire que quand on a un enfant, quand on te dit tu vas être quoi plus tard, alors on a tous eu des rêves, hein, comme dirait la fameuse chanson, qu'on ne réalise pas forcément, parce qu'il y a aussi la réalité de la vie et puis les trajectoires des uns et des autres, mais on a quand même cette propension à rêver. Et ce que j'ai trouvé, moi, assez choquant, c'est de voir que les jeunes n'avaient pas cette propension à rêver. Et que très jeunes, puisqu'on accueille les enfants à partir du CP, quand tu lui dis tu veux faire quoi plus tard, vous répond bah, je ne sais pas. Ou tu veux être quoi plus tard, je ne sais pas. Alors qu'on rêvait d'être maîtresse, policier, pompier, princesse, soyons fous. Enfin, en tout cas, c'était des rêves d'enfants. On avait quand même on arrivait à verbaliser nos rêves. Et là, en fait, rien. Alors quand ils sont plus grands, c'est normal, hein, et ça c'est tout à fait normal de ne pas savoir ce qu'on va faire plus tard, mais à cet âge-là, moi déjà, ça m'avait frappé. Et donc c'est aussi, je pense que c'est voilà, c'est aussi tout ce cloisonnement qui crée aussi cet enfermement, et donc du coup, des perspectives qui sont très très peu, qui sont très 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 faibles en fait de projection. Merci Fatima. Chantal, je me retourne vers vous. Vous êtes une des co-auteurs du rapport Goût, pratique et usage culturel des jeunes en milieu populaire, une enquête qualitative qui a été menée sur 200 jeunes de 13 à 20 ans sur 3 territoires en QPV, Damary-Lélis, Villejuif et Bourgoin-Jallieu. Est-ce que les propos de Fatima résonnent un peu avec ce que vous avez observé chez les jeunes que vous avez interrogés? Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de cette étude, pourquoi vous l'avez menée et ce que vous en retirez? Alors, je vais revenir au début. Donc, on a mené avec Christine Détré cette étude au début parce que nous avons remarqué que les études autour de la culture et autour des jeunes ne s'intéressaient absolument pas aux pratiques culturelles des jeunes des milieux populaires. Nous n'avons aucune donnée là-dessus, ce que je trouve absolument incroyable. Les seules données que nous avons, c'est s'ils pratiquent ou ils ne pratiquent pas une culture légitime, ce qui est complètement ridicule, puisqu'on ne sait pas du coup quelles sont leurs pratiques à eux. Donc pour nous, c'était important d'aller chercher leurs pratiques à la fois culturelles et artistiques. Hein, c'est culturel aussi, c'est où ils vont se promener, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur journée. C'est pas uniquement la musique ou le reste. Et pour arriver à établir un contexte scientifique un peu sérieux, nous avons décidé de nous pencher sur les QPV. Parce que les QPV sont renseignés. C'est-à-dire qu'on sait qui y vit, on sait quel est l'état de l'éducation nationale qui étudie les avancées, etc., etc. Pour nous, c'était important d'avoir ces données donc, sur lesquelles nous avons développé des propos dans l'étude que tout le monde peut trouver en ligne à l'INJEP. Par rapport à ce que vous disiez, Fatima, je suis tout à fait d'accord. Hein, je m'entends, je dirais entre guillemets. Je dirais qu'il y a une petite différence par rapport à la question du cloisonnement dont vous parliez. Je vois que, par exemple, à Damary-Lélis, c'est un endroit où arrivent les étrangers pratiquement directement et la population change. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne restent pas sur place. Dans ces cas-là, on a une population qui est très ouverte, c'est-à-dire qui est très diverse.
Les groupes d'amis, ils peuvent être, enfin nous on a tout eu, hein, les groupes d'amis, ils sont soit, alors il y a des Espagnols, des Portugais, mais il y a des Africains, il y a des Maghrébins, il y a des Chinois, il y a des, vous voyez ce que je veux dire, et ça c'est des groupes de copains. Et on a, à mon avis, comme c'est la première génération, je dirais, qui arrive sur le quartier, le désir, c'est de retrouver une collectivité de copains et peu importe l'horizon de la personne. Et le désir aussi, bien entendu, d'essayer de vivre dans ce quartier. Donc, comme la bande de copains est extrêmement importante chez les jeunes, et vous le savez, peu importe leur nationalité et peu importe leur religion. Par contre, ce qu'on ne retrouve pas dans un endroit comme Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu est plus ancien. Donc là, on a des groupes beaucoup plus fermés. Il peut y avoir, je ne sais pas moi, les Portugais n'ont pas envie de parler aux Maghrébins et ils ferment les groupes. Mais c'est pas dans tous, c'est ça que je voulais vous dire. Mais par contre, c'est une vraie question. C'est une question sur laquelle il faut se pencher, sur laquelle il faut travailler, parce que c'est complètement fou qu'ils ne soient pas ouverts à la diversité. Quand ils ne sont pas ouverts, je trouve ça extrêmement grave. Deuxièmement, je voulais dire aussi que le rapport à l'école est extrêmement difficile chez ces jeunes. Ils n'aiment pas l'école. Je veux dire qu'il y a eu le cri du cœur de toutes les, quand même 200 jeunes qu'on a interviewés qui nous disent qu'ils n'aiment pas l'école, il y a quand même un problème quelque part. Alors, si on creuse, c'est-à-dire que si on va un peu derrière le fait qu'ils n'aiment pas l'école, ce qu'ils n'aiment pas profondément, c'est ce qui les arrache, ce qu'ils ont le sentiment qu'on les arrache à leur origine, ou qu'on leur donne un autre modèle qui est leur modèle familial. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficilement vivable. Par contre, on s'aperçoit que si l'enseignant arrive à créer une relation affective avec l'élève, à partir de ce moment-là, l'école, c'est absolument merveilleux. Le prof est merveilleux et là, on apprend tout. Si c'est le prof d'histoire, on connaît l'histoire de A à Z. Si c'est le prof d'espagnol, on connaît l'espagnol de A à Z. Donc, il y a la nécessité pour toutes les relations de passer par de l'affectif. Il n'y a pas, comme dans les classes moyennes ou les classes supérieures, on est à l'école, on sait qu'on doit apprendre et puis on se la ferme et on apprend, quoi. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Et cette importance du lien affectif n'est pas assez pris en compte, à mon avis, que ce soit à l'éducation nationale ou que ce soit aussi parmi les différentes offres culturelles qui sont proposées sur leur territoire. Si vous avez d'autres questions, je veux bien continuer. J'ai oublié un peu l'ensemble des questions que vous m'aviez posées. Non, non, c'est très bien, c'est parfait. Et vous me disiez aussi que, mine de rien, ils avaient une vision de l'avenir assez positive. Oui, moi j'étais étonnée aussi c'est aussi une différence avec ce que vous disiez, Fatima, c'est qu'effectivement, ils voulaient être architectes, médecins, etc., etc. Donc j'étais assez étonnée. Mais encore une fois, ceux de Dame-Marie Lélis. Quand on a une immigration qui est de la 2e ou de la 3e génération, là, on a une fin d'espoir, quoi. En tous les cas, moi, je l'ai vécu comme ça par rapport aux résultats qui m'ont été donnés. Voilà. Merci Chantal. Avant de passer la parole à Emmanuel, on va tester vos connaissances, surtout qu'on a donné l'information. Donc, on va lancer une petite question auquel vous allez pouvoir répondre. La question, c'est quelle est la part de jeunes de moins de 25 ans dans les habitants des QPV, avec 3 possibilités, 15%, 29,5% ou 39,7%. Et je vous laisse 30 secondes pour répondre. Alors, c'est bien, vous suivez, 73% répond 39,7 et c'est bien ça, en sachant que 29,5%, ça n'a pas donné au hasard, c'était le pourcentage en 2018. Donc, ce qui veut dire que la part des jeunes a augmenté depuis 2018 de quasiment, enfin pas de quasiment, de 10% dans les habitantes des quartiers prioritaires de la ville. Je te passe maintenant la parole, Emmanuel. Toi, tu es cofondateur d'une marque de montres Safnet Panea, de l'association Carré-Clette et auteur d'un livre.
Et tu as grandi dans un quartier, dans une ville qui est en grande partie quartier prioritaire de la politique de la ville. Est-ce que tu te retrouves dans les propos de Chantal et Fatima sur les jeunes et sur la manière de grandir dans les quartiers? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et peut-être de moments clés dont tu te dis après coup que ça a changé la donne pour toi? Bonjour à tous, je suis content d'être avec vous. Je me retrouve parfaitement effectivement dans les propos que viennent de tenir Fatima et Chantal. Je partage ce constat et avec l'association qu'on crée qui s'appelle Carré Clé, c'est justement des problématiques sur lesquelles nous sommes liés. Avec mon associé Sylvain, on a créé une association qui s'appelle Carré Clé, donc on dispense la discipline du chess boxing, donc c'est un mélange de boxe et d'échecs. Et la particularité du club, c'est que chaque adhérent qui rentre dans le club, on lui donne un mentor qui va l'aider sur ses problématiques professionnelles ou ses problématiques qui sont liées à sa scolarité. Et donc moi, effectivement, étant habitant de Villers-le-Bel, vivant dans un quartier, j'ai eu la chance dans ma scolarité de faire une prépa qui était associée en fait à Deloitte, et j'ai bénéficié moi-même de mentoring. Et donc pour nous, c'était important de concevoir un club sportif et qui avait cette dimension un peu sociale, parce que nous-mêmes, ça nous a aidés, nous-mêmes, ça nous a permis justement de nous projeter, ça nous a permis de voir autre chose. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie justement de répliquer et justement d'étendre à l'ensemble de notre ville Villers-le-Bel. Donc mon parcours également, si tu veux que je détaille davantage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par une classe préparatoire qui s'est pas bien déroulée. Je vais pas spoiler parce que je l'ai écrit dans le livre, donc j'invite les gens à découvrir mon parcours dans ce livre. Mais ensuite, j'ai fait un master en marketing au groupe La Poste. J'ai terminé comme ça. Et ensuite, j'ai fait un parcours aux États-Unis où j'ai travaillé sur l'entrepreneuriat. Et Fatima parlait de la difficulté de projection des jeunes. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Et si oui, qu'est-ce qui t'a aidé justement à te projeter et à être ambitieux et à faire tout ce que tu as fait aujourd'hui? Parce que quand même, une entreprise, une association et l'écriture d'un livre, c'est quand même pas rien. Alors, pour la projection, effectivement, quand on est jeune, on n'a pas forcément des idées. Effectivement, quand on reste dans son quartier où on ne bouge pas, c'est difficile. Je pense qu'il y a une solution, c'est le voyage. J'ai eu la chance de pouvoir voyager, de rencontrer des gens, de rencontrer des réseaux différents. J'ai aussi voulu m'inspirer des grands du quartier, certains qui m'ont donné des conseils, qui ont été quelque part mes premiers mentors, qui eux ont suivi certaines voies, et donc ça m'a donné aussi l'envie de me dépasser et de faire comme eux. Et donc c'est comme ça que j'ai pu me projeter. Il y a la lecture aussi. Il y a la lecture aussi qui aide aussi justement à se projeter, à visualiser des choses qui sont différentes de son quotidien et qui donne envie. Moi, il y a un livre qui m'a touché quand j'étais petit, et en fait, c'est ça en fait qui m'a un peu donné l'envie de travailler dans l'économie et dans le commerce. C'est Le Loup de Wall Street, tout simplement. Donc j'ai lu ce livre-là, et c'est à partir de là que des envies, des passions sont venues. Et donc c'est pour ça qu'avec Carré Clé, même si c'est un club de chess boxing, on fait de la boxe et des échecs, ce qu'on recommande à nos adhérents, c'est de lire. C'est de découvrir des choses qui sont différentes. Ça élargit leur ambition, et ça leur permet de comprendre leur potentiel et ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Donc c'est notre méthode jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est pour ça que tu as écrit aussi ton livre? Exact. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. J'ai voulu le faire sur un format de 100 pages, quelque chose d'assez court, parce que malheureusement, les jeunes me lisent un peu moins. Et donc, justement, pour les attirer à la lecture, j'ai fait ce livre-là avec un langage très jeune. Et justement, j'essaie de donner des petites anti-sèches positives et des petits conseils, justement, pour se projeter, pour découvrir qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et voilà. Top. Alors, au-delà de la lecture, du voyage et de tout ce qu'on peut, enfin du voyage, du fait de sortir un peu du quartier, d'aller voir autre chose, on avait à cœur aussi de parler d'engagement. Et là, je me retourne vers toi, Fatima, dans un premier temps. Est-ce que tu penses que l'engagement associatif et le fait de s'engager pour une association ou de créer une association, ça a un rôle dans l'éducation et l'insertion pro des jeunes que tu peux accompagner avec EAPIC? Ton micro est coupé, Fatima.
Alors oui, c'est extrêmement important. Moi, j'en suis le parfait exemple, hein. Je vous le disais tout à l'heure, quand j'étais étudiante, je me suis engagée auprès des EPIC. C'est comme ça que j'ai connu l'association. Euh, alors, et EPIC étant elle-même, ayant été créée notamment par des jeunes du territoire, donc c'était il y a 34 ans. Euh, on a eu un moment de flottement quand même dans le cadre de l'engagement des jeunes dans les quartiers, à créer des assos, ça a toujours existé, mais il y a un moment, il y a eu un flottement. Un flottement probablement dû au fait qu'on a un moment, dans le cadre notamment des politiques publiques, voulu, et de la politique de la ville en particulier, voulu rendre accessible, j'ai envie de dire, limite sur un plateau, tout au quartier. Même si parfois, il y a certaines politiques qui ont été très néfastes, en fait, pour les populations des quartiers prioritaires. Et dans ce cadre-là, la notion d'engagement a été compliquée. Il y a un terme, moi, qui m'a un peu choquée quand je suis revenue sur le territoire, c'était que quand on disait à quelqu'un, tu es un bénévole, c'était une insulte. Alors que le mot bénévole, c'est un terme qui est noble. Et dans les quartiers, quand on disait tu es un bénévole, ça veut dire que tu travailles gratuitement, donc tu es une victime. Voilà, pour résumer les choses. Alors, c'est des choses qui changent et Emmanuel en est la parfaite illustration. Et de plus en plus, depuis maintenant 5-6 ans, on a un sursaut, un sursaut de la part des jeunes pour l'engagement et la création de structures associatives. Tout simplement parce que, comme l'a très bien décrit Emmanuel par rapport à leur histoire personnelle, de rendre aussi ce qu'ils ont eu, ce dont ils ont bénéficié quand ils étaient plus jeunes, mais aussi par rapport au constat du quartier qu'ils aiment, de pouvoir, j'ai envie de dire, upgrader un peu tout ce qu'il peut y avoir sur le territoire, et de permettre aux jeunes d'avoir des vraies perspectives, vraiment s'ouvrir le champ des possibles. Puisque c'est un peu le mot-clé, c'est s'ouvrir le champ des possibles et dire que c'est possible et qu'effectivement, on peut être issu d'un quartier prioritaire avec une histoire personnelle difficile, familiale, etc., scolaire aussi, mais rebondir, puisqu'on a la chance dans notre pays d'avoir justement cette possibilité de rebondir et de se saisir d'aide, d'accompagnement de la part de pas mal de personnes, hein. On voit aujourd'hui l'engouement des entreprises, on voit aussi tout le travail notamment que fait Pro Bono pour faire le lien justement entre les entreprises et les associations, et en particulier les associations des quartiers prioritaires. Donc il y a un sursaut, un vrai sursaut de la part des jeunes depuis ces dernières années. Nous on le voit très factuellement sur le territoire, hein, Mantes-la-Jolie, on a de plus en plus d'associations qui se créent à l'initiative de jeunes, avec voilà, autour du sport, autour de la culture, autour de l'accompagnement scolaire. C'est vraiment autour aussi de l'insertion professionnelle, parce que c'est un vrai enjeu sur le territoire, hein. On a quand même les taux de chômage les plus élevés, hein. Les chiffres cités par Chantal tout à l'heure le montrent bien. Et donc, il y a ce regain, ce sursaut, j'ai envie de dire, de l'engagement chez les jeunes qu'il faut encourager. Et à nouveau, je souligne tout le travail que fait Pro Bono ces dernières semaines pour justement, ces derniers mois pour justement faire que les jeunes des quartiers aussi soient reconnus dans cet engagement-là et justement des expériences d'engagement, j'ai envie de dire, un peu plus grandes et plus fortes. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui est extrêmement encourageant pour la suite. Et puis le rôle aussi, tout à l'heure, Emmanuel parlait des mentors, enfin de ce qu'on appelle plus globalement les rôles modèles, c'est extrêmement important. On est dans une société où effectivement on a envie de ressembler à un tel, on parle du monde des influenceurs, etc. Les rôles modèles, on peut aussi être un influenceur, mais dans le sens, j'ai envie de dire, un peu moins folklorique que ce qu'on peut voir dans les réseaux sociaux ou à la télévision, et des choses qui vont vraiment apporter de manière très positive aux jeunes des quartiers. Et du coup, là, tu parles pas mal de jeunes qui peuvent revenir ou alors qui créent des associations, etc. Chez les plus jeunes que vous accompagnez, est-ce qu'ils connaissent le milieu associatif? Est-ce qu'ils ont envie de s'engager ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut insuffler et que vous insufflez? Alors, c'est quelque chose qu'il faut insuffler très jeune. C'est comme tout, c'est comme la mobilité. Quand on parlait tout à l'heure de cloisonnement, le vrai souci dans les quartiers, à un moment donné, c'était que les jeunes sortent du quartier. Mais la mobilité, ça prend très jeune. C'est-à-dire que si, quand on est plus jeune, un parent n'emmène pas son enfant dans le musée de la ville ou à l'extérieur, va sur Paris, on est quand même à Mantes-la-Jolie, à 50 km de Paris, donc on est à côté. On est à une trentaine de kilomètres de Versailles.
mais on a beaucoup de jeunes de Mantes qui n'ont jamais vu le château de Versailles. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que des structures comme les nôtres existent, c'est pour justement faciliter cette mobilité et instiller, j'ai envie de dire, la mobilité dès le plus jeune âge. Donc, au même titre que la mobilité, l'engagement aussi s'instille dès le plus jeune âge. C'est pour ça que tout de suite, je vais encore parler de Pro Bono, parce que c'est un programme que porte Pro Bono avec les Pro Bono Explorers. Quand on a entendu parler de ce projet, on a été, je pense, les premiers à dire nous, on veut y aller, parce qu'on a plein de jeunes à qui, justement, on a envie d'apprendre ce que c'est que l'engagement. Alors, ils nous voient au quotidien, parce qu'on est... j'ai envie de dire là pour eux, mais ça reste un accompagnement. Voilà, ils savent qu'on est engagé pour eux, mais la réciproque est parfois pas évidente. Et donc, c'est comment de se dire que même à 7-8 ans, comment je peux aussi être engagée. Et donc, voilà, dans le cadre du programme Pro Bono Explorer, ça fait déjà 2 sessions qu'on a menées ensemble, d'abord avec des petits collégiens, ensuite avec des collégiens lycéens. C'est une vraie expérience positive. Ça ouvre vraiment des perspectives pour les jeunes. On a, notamment lors de la dernière session des Pro Bono Explorer, un jeune qui est allé ensuite en chantier humanitaire à l'étranger, suite à cette expérience. Donc, il y a un vrai engouement. Alors, ce n'est pas général, mais en tout cas, il y a beaucoup de jeunes, et même très jeunes, qui se disent, voilà, j'ai aussi des choses à apporter. Et je ne suis pas toujours dans l'attente d'être aidé, d'être accompagné, enfin, même si je n'aime pas trop le mot aider, mais d'être accompagné dans mon chemin de vie. Et comment est-ce que moi, à mon niveau, je peux aussi offrir cet accompagnement. On a aussi le développement du volontariat de service civique qui a permis aussi, depuis 2010, dans les quartiers, qui a permis justement de démocratiser, j'ai envie de dire, l'engagement. Parce qu'effectivement, c'était quand même un dispositif qui était au départ réservé à, on va dire, une certaine élite, mais en tout cas des gens qui avaient les moyens de mettre entre parenthèses leur vie pour un engagement citoyen, ce qui n'est pas possible quand on est déjà dans des difficultés socio-économiques plus. Là, le fait de pouvoir démocratiser le service civique, ça a permis aux jeunes de découvrir l'engagement et donc, pour certains même, de créer leur propre association sur le territoire. Merci Fatima. Je vous passe une question dans le chat. Vous avez parlé tu as parlé de politique néfaste au QPV. Est-ce que tu as un exemple? C'est la politique du logement qui a été cloisonnée. Moi, je me souviens, moi, je suis née dans les années 70, donc ça fait déjà quelques années. On avait dans le quartier, qui est un quartier populaire, donc à l'époque, ça ne s'appelait pas encore quartier prioritaire de la ville, on appelait ça les ZEP, ou tous les noms en Z, les ZEP, les US, enfin tous les noms qui étaient un petit peu avec des acronymes. C'était très mélangé. Moi, j'ai mes parents qui sont d'origine marocaine. C'est ce que décrit très bien Chantal quand elle parle d'Amar El Elis. C'était très mélangé. Il n'y avait pas cette notion de communauté. Oui, moi, je suis d'origine marocaine. Moi, on était tous, enfin, les enfants en tout cas, on était français, puisqu'on était nés sur le territoire national. On était tous français, mais on avait effectivement des origines. Et ce n'était pas un sujet, ni au niveau de la religion, ni au niveau de la langue, ni au niveau. Et on le voit aussi dans le langage. Si vous ne me voyez pas, si vous n'entendez pas, si vous ne voyez pas mon nom, vous ne savez pas de quelle origine je suis. J'ai un français standard. Ce qui n'est pas le cas actuellement des jeunes des territoires des QPV, puisqu'on sent l'accent. Il y a un accent qui s'est créé ces 20 dernières années, ces 30 dernières années. On ne sait pas d'où il vient, mais il est là. Mais on sait aussi d'où il vient. Pourquoi? Parce que, et là je me contredis, les références français dans les quartiers sont de plus en plus rares. La seule référence de français, parfois, dans un quartier, c'est la maîtresse ou le maître. Et que ensuite, pour l'enfant ou le jeune, apprendre le français, ça devient compliqué. Ce qui n'était pas notre cas il y a 30-40 ans. Donc, c'est une vraie difficulté. Donc, le cloisonnement, le fait d'avoir, entre guillemets, parqué, alors ce n'était pas forcément une mauvaise intention. L'idée, c'est de dire, les gens qui se ressemblent, on les met ensemble pour pas qu'il y ait trop de problèmes. Mais en réalité, non. Ça a été vraiment, j'ai envie de dire, dramatique, puisque aujourd'hui, on parle de communautarisme. Oui, je veux bien, mais on l'a créé, ce communautarisme. Et à un moment, les gens n'ont pas demandé à être regroupés par ethnie, par nationalité, ou en tout cas par origine ethnique dans ces quartiers. Merci Fatima. Alors, on va fermer la parenthèse de cette question et revenir sur la question d'un engagement avec toi, Emmanuel. Est-ce que tu étais engagée plus jeune avant de créer l'association Carré Clay, ou est-ce que c'est vraiment venu plus tard, une fois que tu étais dans la vie pro et tu t'es dit j'ai envie
redonner, comme disait Fatima, à mon quartier? Alors, en effet, dans les maisons de quartier, justement, dans certaines banlieues, ça engage, ça permet justement de travailler pour les autres. Donc, effectivement, j'étais déjà quand même sujet, en fait, au milieu associatif par les maisons de quartier. Mais c'est vrai que j'ai pu vraiment rentrer dans une association un peu plus tard. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un travail qui est instauré dans les écoles. En ce moment, c'est ce qu'ils sont en train d'instaurer dans certains lycées, justement pour encourager les plus jeunes à pouvoir s'engager pour les autres et à créer des structures, à créer leur propre association. À mon époque, effectivement, on était un peu loin de ce tissu associatif. Comme disait tout à l'heure Fatima, c'est vrai que nous, on appelait cette image, on se met dans une association, on est des bénévoles, donc on ne gagne pas d'argent, donc ce n'est pas profitable. Alors qu'en réalité, c'est très riche cette expérience associative et ça permet de faire rayonner les gens qui sont autour de nous. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus tard que j'ai eu cette conscience que l'association, le tissu associatif était important. Merci Emmanuel. Peut-être Chantal, en 2 mots, est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, vous, chez les jeunes que vous avez interrogés? Tout à fait, tout à fait. Il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais revenir. C'est l'importance des associations, c'est évident. Hein, c'est-à-dire que les associations qui sont sur leur territoire sont fréquentées, sont acceptées, ils rentrent, ils sortent. Enfin, il y a vraiment un travail associatif qui leur permet d'être cadrés. Et ça, c'est extraordinaire. Ils acceptent, mais à condition, bien entendu, qu'on les laisse libres de rentrer, de sortir, etc. Hein, parce qu'ils sont ados, les miens, donc il faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Donc, l'importance associative. Mais je voudrais parler d'autre chose. Je voudrais parler de la nécessité qu'avait dit rapidement Fatima tout à l'heure, la nécessité pour eux d'avoir des modèles, d'avoir des processus d'identification. Et la culture leur permet ça. Par exemple, quand on se penche sur les pratiques artistiques et culturelles, donc des jeunes issus de milieux populaires, elles ne sont pas très différentes, hein, je vais vous dire, des pratiques des jeunes des milieux plus favorisés. Hein. Mais il y a une grande diversité, ce que personne ne savait. C'est-à-dire qu'on pensait que les jeunes des milieux populaires faisaient tous la même chose. Eh bien, je vous dis non, ils ne font pas tous la même chose. Il y en a qui sont passionnés de manga, donc il y a une identification au monde asiatique et donc ils font des recherches, ils apprennent plein de choses, ils lisent les… Donc ça, c'est assez passionnant. Donc, il y a aussi, ils écoutent la même musique, je veux dire, on n'est pas très très loin non plus, mais c'est les modèles qui sont nécessaires. Si on va écouter un rappeur, ça va être, il faut que ce soit un modèle. On a besoin d'un modèle d'identification. Et donc, c'est ce que disait aussi notre ami Emmanuel tout à l'heure, il faut absolument qu'on donne des possibilités de pouvoir s'identifier, à la possibilité de sortir du quartier, à la possibilité de devenir autre chose que ce que le destin doit nous faire. On doit être zéro parce qu'on vit dans un quartier politique de la ville. Et c'est ces identifications qui amènent les mobilités. Par exemple, il y avait un jeune qui allait au Louvre toutes les semaines. Moi, je suis restée par terre, quoi. J'ai dit pardon? Et il me disait, oui, je vais au Louvre toutes les semaines. Parce que pour moi, un tableau, c'est une énigme magnifique. Je le regarde, je dis, ah bon? Et je lui dis, mais comment tu es venu au musée? Il me dit, ma tante, elle est guide de musée. Donc voilà, donc quand ils ont des personnes qui sont proches, pas obligatoirement la tante, mais à ce moment-là, ça les emmène à avoir des mobilités. Les vraies mobilités sont les mobilités affectives. C'est ça que je veux dire. Et donc, il faut travailler à leur donner des modèles importants, comme Emmanuel, comme disait Fatima aussi. Il faut déghettoiser, quoi. Je veux dire, là, les ghettos, il faut les exploser. Parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, les enfants vont dans les mêmes écoles. Et les écoles ont bien entendu les mêmes problèmes. Si les enfants des quartiers politiques de la ville vont dans des autres écoles où il y a une mixité, les résultats ne sont pas les mêmes. Donc, il faut ouvrir le quartier. Mais on n'ouvre pas le quartier en faisant comme ça. On ouvre le quartier en donnant des valeurs et en donnant des modèles. Voilà. Merci Chantal. Et ça résonne d'ailleurs avec des discussions qu'on avait avec voilà, Emmanuel
Mets un pouce en l'air et Fatima en avait discuté aussi, donc je pense que c'est partagé. Avant de passer aux dernières questions, je vais vous reposer une question à l'audience pour retester vos connaissances. Alors, ça, on n'en a pas parlé. La question qu'on va vous poser, c'est quel est le critère de détermination d'un QPV? Il y a 3 réponses possibles. La présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés. Réponse 1, la présence d'un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Réponse 2, et le revenu moyen des habitants. Réponse 3. Je vous laisse 30 secondes pour répondre. Alors, les avis sont partagés. Ouais, les avis sont partagés. 1 plus 2 plus 3. Et bien, la bonne réponse, c'est la réponse 3. Qui est le revenu moyen des habitants, puisque le critère, c'est la part de population qui a un revenu inférieur à 11 250 € par an. Mais de même que pour la question précédente, les 2 premières réponses ne sont pas sorties de nulle part, puisque les 2 premières réponses, c'était les critères des anciennes zones urbaines sensibles, donc qui ont été remplacées par les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc voilà, c'était les critères de détermination des anciennes zones urbaines sensibles, ou ZUS, dont tu parlais d'ailleurs, Fatima, tout à l'heure. Alors, on enchaîne. Et mes dernières questions pour vous 3, c'est sur le futur. Et je vais commencer par vous, Chantal. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des QPV demain? Est-ce que vous voyez des évolutions que vous sentez, ou est-ce que vous espérez que certaines choses vont se passer? Et si oui, comment est-ce que vous voyez ça? Moi, ce que j'espère, ce que je vois pour l'instant, c'était une situation là dont je pourrais encore parler, mais ce que j'espère et que je sens très très fort, c'est les capacités créatives de ces jeunes. Ils ont des capacités d'invention et de création absolument énormes. Et ils n'ont pas le moyen de les développer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de modèle fixe dans la tête. Donc, ils sont obligés, eux, de repenser et de recréer des modèles. Donc, ils sont extrêmement créatifs. Et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas assez de moyens de les exprimer. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut penser à savoir comment est-ce qu'on peut travailler pour avoir une mixité sociale. C'est-à-dire que là, tout est réuni, tous les pauvres sont réunis ensemble, etc., etc. Et ça donne les mêmes schémas. Il faut ouvrir le quartier. Pour moi, c'est absolument essentiel d'ouvrir le quartier et de travailler à cette mobilité des jeunes qui est extrêmement difficile. Alors, parce que c'est pas uniquement une question d'argent. Hein. La question de la mobilité, c'est sortir aussi de sa tête. Hein. C'est parce qu'on est bloqué aussi dans le quartier, parce qu'on a peur aussi du rapport à l'autre. Donc, pour moi, ce serait de savoir comment on peut travailler à cet agrandissement à la fois dans la géométrie mentale et dans la géométrie physique. Comment est-ce qu'on peut mettre de la diversité? Et ça, ce serait un élément absolument extraordinaire parce que les jeunes s'en empareraient très, très vite et feraient des choses absolument extraordinaires avec. Super, merci Chantal. Même question pour toi, Fatima. Et j'en rajouterai peut-être une, parce qu'il y a une question dans le chat qui demande quel peut être le rôle des entreprises du territoire dans les QPV. Et du coup, si jamais tu as une réponse aussi pour cette question, je te propose de la donner. Ton micro, encore une fois. Je voudrais revenir sur ce qui a été, rebondir sur ce qui a été dit par Chantal. Et effectivement, concernant, on parlait tout à l'heure des rôles modèles, des exemples, en tout cas des jeunes qui soient, ou moins jeunes, qui soient des exemples pour les jeunes. Nous, on a lancé en 2012 une action qui s'appelle Parcours d'excellence, qui est venue de manière fortuite. Hein, ce n'était pas quelque chose qui était réfléchi à la base. Hein, on a juste eu un jour un gendarme qui travaillait au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, qui est donc un lycée prestigieux, et qui s'étonnait de voir que des jeunes des quartiers n'étaient pas dans ce lycée, puisque depuis 2008, dans le cadre du plan égalité des chances, les jeunes issus des quartiers prioritaires pouvaient accéder à pouvaient accéder à ce lycée. Donc, il vient en parler à la ville de Mantes-la-Jolie. On est en décembre. Donc, en décembre, on sait que tous les budgets sont fermés. Il n'y a plus rien. Il faut attendre l'année d'après. Donc, ça faisait déjà 4 ans. On est en 2012. 4 promotions qui auraient pu démarrer pour ces jeunes, en tout cas de Mantes, ou d'ailleurs, qui n'avaient pas eu lieu.
Et donc, on a été, nous, approchés par la ville de Mantes en disant, vous êtes une association, on connaît votre dynamisme, on sait aussi votre implication sur le territoire. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose qu'on ne laisse pas passer cette année en plus, quoi, parce que ça fera, c'est juste une occasion ratée pour les jeunes. Ce qu'on a fait, et aujourd'hui, on est en 2021, bientôt 2022, ça va faire, on arrive à la 10e promotion de jeunes qui ont intégré soit le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Depuis, on a aussi développé le projet et ça a permis aussi à d'autres jeunes d'intégrer d'autres internats, notamment les internats de la réussite à Marly-le-Roi. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça regroupe pas mal de choses. Quand on parlait tout à l'heure de mobilité, c'est des jeunes en fait, dès la 3e, à partir de... Donc ils sont en année 3e, ils sont suivis par l'association. Donc l'année d'après, en seconde, ils intègrent ce lycée. Donc à 15 ans, ils quittent la maison pour aller en internat. Alors, ils ne quittent pas très loin, on est Marly ou Saint-Cyr, c'est à 30-40 km, mais toute la semaine, ils sont en internat. Et là, en fait, ils arrivent dans un endroit où ils sont en minorité, où c'est eux la minorité, contrairement au quartier où ils sont entre eux. Et ça crée, et en 10 ans, on a donc pu voir beaucoup d'évolutions, et c'est une vraie richesse pour eux. Ils se disent, pour nous, ça a été une chance parce que ça nous a permis, sans rogner le quartier d'où ils viennent, parce que l'idée, c'est pas ça non plus, de revenir sur le quartier, de donner envie à d'autres jeunes. Et aujourd'hui, on a plus d'une centaine de jeunes, en fait, qui ont intégré les parcours d'excellence et qui ont intégré soit le lycée militaire, soit Saint-Cyr. Et je crois que ce projet-là, il résume bien ce dont ont besoin les quartiers. C'est pas d'intégrer un lycée d'excellence, mais en tout cas, c'est de se dire, il faut sortir du quartier, voir ce qui se passe ailleurs, et comment, après, auprès des politiques publiques, on peut justement décloisonner et permettre aux jeunes de s'ouvrir et de connaître des destins différents. C'est ce qu'a connu Emmanuel en partant aux États-Unis, en ayant un mentor. Et là, je rebondis sur ta question sur les entreprises. Bien sûr que les entreprises, elles ont un rôle. Alors souvent, on voit le côté simplement pécunier, mais il y a aussi l'engagement des collaborateurs d'une entreprise qui peuvent être des mentors, qui peuvent aussi apporter ce qu'on appelle le mécénat de compétences au sein des associations. Elles ont beaucoup à apporter. Merci Fatima. Et du coup, même question pour toi, Emmanuel. Et du coup, je vois une question sur le chat sur les modalités d'inscription. Laura en parlera un peu tout à l'heure. Je pense qu'on est dans les temps. Elle arrivera à en parler avant 10h. Vous pouvez rester jusqu'à 10h. Et puis sinon, on vous transmettra tout évidemment. Pardon. Effectivement, je rejoins complètement Fatima et Chantal sur ce constat et sur ces préconisations. Le monde de l'entreprise, effectivement, ils peuvent aussi justement se déplacer dans ces zones, dans ces quartiers prioritaires de la ville, rencontrer des jeunes, justement créer du lien. Je pense que c'est le lien qui nous manque parce que justement, en banlieue, des fois, on fait de l'autocensure. On se dit, c'est pas possible d'intégrer ce genre d'entreprise, c'est pas possible de pouvoir parler avec eux, on est trop différents. Et justement, si à l'inverse, justement, ces entreprises pouvaient venir vers nous, venir vers ces jeunes-là, créer du lien, créer justement un contrat d'engagement sur une durée, ça peut créer justement de l'épanouissement, ça peut créer justement une ouverture et ça apporterait justement une ouverture à ce quartier quelque part qui est un peu justement décrié. Donc je pense que les entreprises effectivement ils ont un rôle important justement pour venir donner leur contribution à cette jeunesse. Et ensuite, ce qu'on considère pour nous carré clé, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour les jeunes, mais ça vient également aussi de la volonté de nos jeunes. Et donc, c'est là aussi qu'on essaie de travailler aussi avec les parents, justement pour insuffler aussi une nouvelle dynamique, pour les intégrer également aussi dans une dynamique où ils peuvent faire comprendre aussi à l'enfant les bienfaits justement de s'ouvrir, de faire aussi une démarche en eux-mêmes pour comprendre aussi justement leurs besoins, leurs motivations. Et je pense que les parents, il faut aussi les inclure justement aussi dans ce processus de dynamisation de la banlieue et de nos quartiers. Voilà. Merci à tous les trois, c'était passionnant et je pense qu'on aurait pu en parler encore très très longtemps, mais le temps passe et on avait promis de parler un peu plus de la Factory et des prochaines étapes. Donc Laura, je vais te laisser la parole et je vous remercie encore énormément tous les trois, Fatima, Chantal et Emmanuel, merci beaucoup d'avoir accepté. Et puis on reste en contact de toute façon pour la suite. Merci Elsa, bonjour à tous. Donc reparlons un petit peu de la Pro Bono Factory.
Elsa vous en a un peu parlé tout à l'heure. Donc, la Factory, c'est un programme national qui permet d'engager les acteurs d'un territoire sur une cause locale. La cause qui a été sélectionnée cette année, et c'est la 7e édition cette année, c'est du coup l'insertion et l'éducation professionnelle des jeunes des QPV. Et dans ce cadre-là, on va pouvoir accompagner 8 associations en Île-de-France qui traitent déjà de cette thématique-là et qui accompagnent déjà les jeunes sur le territoire. Ça va se dérouler sur 2 matinées, les 26 et 28 octobre, à Paris et sur la première couronne. Donc, c'est sous format de mission pro bono. Donc, c'est ce qu'on a l'habitude de mener chez Pro Bono Lab. C'est des missions d'intelligence collective où l'idée, c'est de partager ses réflexions, ses recommandations sur une problématique qui a été ciblée pour chacune des associations. Donc, les problématiques, elles peuvent être variées. Et en fait, il y aura un groupe d'une dizaine de personnes qui réunit des collaborateurs d'entreprise, mais aussi des personnes en transition professionnelle et des jeunes. La petite spécificité cette année aussi, c'est qu'on va faire en sorte que des jeunes, et notamment des jeunes des QPV, puissent participer à ces missions pour apporter aussi leur regard, rentrer dans l'engagement, comme disaient tout à l'heure les intervenants. 2 petits exemples pour que vous ayez une vision un petit peu plus précise de ce en quoi ça peut consister. L'une des associations qui va être accompagnée, elle s'appelle Explicité. Elle agit à Cergy et notamment auprès des jeunes de primaire jusqu'au lycée. Et ce qu'ils font, c'est notamment des ateliers de soutien scolaire, donc au sein des quartiers, mais aussi au sein des collèges. Et ils font aussi du soutien à la parentalité. Donc, eux, ils agissent depuis quelques années maintenant, mais leur problématique, c'est que pour animer ces ateliers, pour accompagner les jeunes et qu'ils évitent de décrocher, ils ont besoin de bénévoles et de bénévoles qui soient là sur le long terme. Il y a un turnover assez important. Donc, l'objectif des missions pro bono pour cette association, ça va être de les aider à clarifier comment fidéliser ces bénévoles, comment faire en sorte que ces bénévoles s'investissent dans la durée. Donc voilà un petit exemple. Un second, c'est l'association Le Sens de l'école. Cette association-là, pour le coup, elle est assez récente, elle a 1 an et demi à peu près. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle intervient à l'école, auprès des collégiens des QPV, pour leur faire prendre conscience de quelle est la raison d'être de l'école, pourquoi c'est important d'aller à l'école, et pas uniquement pour trouver un métier pour gagner de l'argent, mais vraiment qu'est-ce qu'eux, ils peuvent en retirer. Et donc, ils font débattre les jeunes sur l'école, l'importance de l'école, qu'est-ce qui se passe à l'étranger, par exemple. Il y a également des ateliers philo. L'idée, c'est vraiment que ça vienne de l'enfant et que l'enfant comprenne l'intérêt qu'il peut, lui, en retirer d'aller à l'école. Et donc, pour cette association-là, l'idée, ça va être de les aider à aller chercher des financements. Ils sont assez jeunes. Il y a quand même une aura qui se crée autour de cette association. Pour autant, ils ne savent pas forcément comment aller chercher des financements et comment aborder les financeurs. Donc, ça va être un des points qu'on va traiter pendant ces missions d'intelligence collective. Concernant les inscriptions, vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu'à 3 missions, sachant que vous participerez uniquement à une seule des missions. Une fois que vous serez inscrit, il y aura un brief téléphonique qui va être automatiquement réservé avec Pro Bono Lab. Nous, l'objectif, c'est qu'on vous explique bien en quoi consiste chacune des missions et qu'on se mette d'accord avec vous à la mission avec laquelle vous allez pouvoir participer. Il n'y a pas besoin d'être un expert, c'est vraiment la complémentarité des expériences, des parcours que vous avez pu avoir qui créent la richesse des échanges. On s'assurera qu'il y a bien sûr des experts dans les groupes, mais s'il y a une mission qui vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à vous inscrire. Nous, on a hâte de vous retrouver. En plus, c'est en présentiel, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Juste 3 petites spécificités. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a des personnes différentes qui pourront participer aux missions. Pour les salariés des entreprises partenaires, moi, je vous recommande fortement d'aller directement sur la plateforme d'engagement dont vous avez l'habitude, par laquelle vous avez l'habitude de passer traditionnellement parlant. Vous allez retrouver toutes les informations sur comment vous pouvez participer. L'intérêt de passer par la plateforme d'engagement, c'est que ça permet aux partenaires d'avoir une vision un petit peu de qui s'inscrit, donc passez bien par cette plateforme-là. Pour les jeunes qui sont connectés aujourd'hui, qui ont entendu parler de nous via EAPIC ou les missions locales, pareil, retournez-vous vers EAPIC, vers les missions locales, ils reviendront vers nous avec la liste des inscrits et on vous recontactera tout pareil pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et enfin, pour les personnes qui ont entendu parler du webinaire via les réseaux sociaux, par exemple, vous pouvez directement aller sur notre site internet. Le lien vient de vous être envoyé dans le chat. Et là, vous inscrire aux missions qui vous semblent intéressantes et pour lesquelles vous vous sentez à l'aise. Si vous avez des questions, il ne faudra surtout pas hésiter à revenir vers nous. Voilà.
Et il est 9h59, on est parfaitement dans les temps, donc c'est super. Merci à tous les participants et toutes les participantes. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à nous l'adresser, évidemment. Et puis sinon, on vous souhaite une bonne journée. On espère vous revoir très vite pour la Pro Bono Factory ou pour tout autre moment d'engagement auquel vous voudrez bien participer. Merci à tous et bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.